Bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous concerne vraiment tous sans que nous en soyons toujours conscients, les objets connectés. Alors ces petits bijoux de technologie qui ont globalement envahi notre quotidien parce qu'ils rendent notre vie bien plus facile et plus confortable, eh bien saviez-vous que potentiellement ils peuvent être aussi de véritables portes ouvertes pour accéder à vos données. Par exemple, imaginez un instant que votre caméra de sécurité, votre thermostat ou même votre réfrigérateur puisse être utilisé contre vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment ces objets du quotidien peuvent devenir des menaces invisibles chez vous. Et bien sûr, comment vous pouvez vous en protéger facilement. Bon, déjà pour commencer, il faut bien comprendre que les objets connectés, ils sont vraiment partout. Selon des dernières études, on estime qu'il y aura plus de 75 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Et il suffit de voir un petit peu l'évolution des maisons et de la domotique, puisque en quelques années, nos maisons sont vraiment devenues de véritables écosystèmes numériques. Entre les enceintes intelligentes qui répondent via commande vocale, les thermostats qui ajustent automatiquement la température, les caméras de sécurité consultables via iPhone, les aspirateurs robots, les ampoules connectées qui changent de couleur selon nos envies, etc. La liste est vraiment énorme et quasi interminable. Alors bien sûr, on peut pas nier que cette interconnexion, elle apporte globalement un confort qui est vraiment indéniable. Mais il faut bien comprendre qu'il y a bien sûr le bénéfice et le risque. Et il y a forcément des risques, comme on l'a vu, puisque chaque appareil connecté est une potentielle faille de sécurité. Alors vous allez me demander pourquoi. Premièrement, parce que ces objets connectés sont souvent conçus pour être faciles à utiliser. Et souvent, facile à utiliser, ça va un petit peu de pair avec pas très sécurisé. Et c'est là que le problème commence. Alors pour mieux comprendre un petit peu l'ampleur du problème, on va parler de Pwn2Own. Pwn2Own, c'est une compétition internationale de hacking éthique qui se tient chaque année. Les meilleurs chercheurs en sécurité du monde vont s'y affronter pour découvrir des vulnérabilités dans des logiciels et des appareils. Et sans surprise, les objets connectés sont désormais une catégorie majeure de cette compétition. Alors l'objectif est assez simple, les organisateurs de Pwn2Own vont donner une liste d'appareils sur lesquels les chercheurs de sécurité doivent trouver des vulnérabilités. Donc ça peut être un routeur Wi-Fi, une caméra connectée, une brosse à dents connectée, voire même une Tesla. Ensuite, à partir de ce moment-là, les chercheurs ont plusieurs mois pour faire leurs recherches et le jour de la compétition, ils présentent leurs vulnérabilités. Donc généralement, c'est une chaîne de plusieurs exploits, donc plusieurs vulnérabilités. Et ils vont aussi démontrer bien sûr l'impact de ces vulnérabilités-là, de ces exploits. Et en fonction de la criticité des vulnérabilités trouvées, les chercheurs vont recevoir un cash prize qui va être plus ou moins élevé, mais aussi l'appareil sur lequel ils se sont penchés depuis plusieurs mois, puisque la compétition s'appelle Pwn2Own, donc pawner, donc c'est-à-dire compromettre pour avoir l'appareil. Et on a un exemple assez concret, puisqu'on a des Français qui sont très forts dans le domaine. En effet, sur les 3 dernières années, 2 chercheurs de Synactive, donc une entreprise française de cybersécurité, ils ont trouvé des vulnérabilités dans les voitures Tesla, leur permettant déjà de remporter un sacré pactole chaque année, et aussi de repartir, comme je vous l'avais dit, chaque année avec une voiture, donc avec une Tesla Model 3. Globalement, leur enchaînement, c'était vraiment une chaîne d'exploits, donc de plusieurs vulnérabilités, qui permettait, en vulgarisant grossièrement, de prendre le contrôle de l'ordinateur de bord de Tesla, donc vraiment la console centrale, et donc de déclencher de nombreuses commandes, puisque vous imaginez bien qu'une fois que vous avez le contrôle de l'ordinateur central d'une Tesla, vous avez quand même accès à beaucoup de choses. Et cela, ce qui est assez choquant, c'est que leur seul prérequis, c'était le réseau mobile. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mettrai plusieurs liens en description. Ils ont fait pas mal de podcasts, etc. sur le sujet, donc je mettrai tout ça en bas. Alors ici, on parle de Tesla, mais je pense que vous vous doutez bien que s'il y a des vulnérabilités dans les voitures Tesla, alors d'autres équipes réussissent forcément à trouver des vulnérabilités dans des caméras de sécurité, des brosses à dents, des thermostats, des assistants vocaux, etc. Un autre exemple, en 2021, une équipe a réussi à prendre le contrôle total d'une caméra de sécurité en exploitant une vulnérabilité du firmware, ce qui leur permettait assez facilement de consulter en fait les images en temps réel de la caméra, donc hyper intrusif, et aussi de modifier les paramètres de la caméra, et même vu qu'ils avaient le contrôle sur l'appareil, et bien d'utiliser la caméra pour attaquer d'autres dispositifs sur le réseau, donc pouvoir pivoter par la suite et utiliser vraiment la caméra comme quelque chose qui est compromis, comme une entité qui est compromise. Il faut bien comprendre aussi que ces démonstrations, ce sont pas que des exploits qui vont être techniques, parce qu'en fait, elles mettent souvent en lumière la facilité avec lesquelles les chercheurs vont trouver et exploiter des vulnérabilités pour derrière potentiellement s'introduire dans nos vies privées. Bien sûr, ici, c'est des chercheurs qui sont bien intentionnés puisqu'ils sont éthiques, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a aussi des hackers non éthiques qui, eux, ont très intérêt à trouver des vulnérabilités et à ne pas les remonter vers le client, typiquement la personne qui a conçu la caméra pour que derrière la vulnérabilité soit fixée, soit patchée. Mais maintenant, vous allez me demander potentiellement comment ces failles, comment ces vulnérabilités sont-elles possibles? Eh bien, on va voir rapidement les grosses familles de vulnérabilités qu'on trouve dans les objets IoT.
Premièrement, on en a parlé juste avant, c'est le firmware qui n'est pas sécurisé. Alors le firmware, pour ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les définitions, c'est le logiciel interne qui fait fonctionner un appareil, grossièrement. De nombreux objets connectés utilisent souvent des firmwares qui vont être obsolètes ou mal sécurisés. Parce qu'en fait, les fabricants, encore une fois, ils vont être pressés de mettre sur le marché leurs produits et donc ils vont complètement négliger des tests de sécurité qui vont être approfondis. Et derrière, ça laisse plusieurs vulnérabilités qui vont être possibles, typiquement des vulnérabilités qu'on appelle buffer overflow. Je ne reviendrai pas sur du pawn, etc. aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que via cette vulnérabilité-là, vous pouvez exécuter du code malveillant sur l'entité que vous attaquez. Donc c'est assez critique. Ensuite, les mots de passe par défaut. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve souvent sur les objets IoT. C'est vraiment un classique parce que beaucoup d'appareils sont livrés avec des identifiants qui vont être admin ou user, password 1, 2, 3. Et malheureusement, beaucoup d'utilisateurs vont juste vraiment plug and play, c'est-à-dire qu'ils vont brancher l'appareil, ils vont pas les changer parce que ça marche comme ça, c'est facile d'utilisation. Le problème, c'est que premièrement, ces informations vont être facilement trouvables sur Internet en regardant le site du fabricant. Et deuxièmement, souvent, ces appareils vont être accessibles directement sur Internet, ils vont être exposés sur Internet parce qu'il n'y aura pas de firewall devant, etc. Je vous mettrai un exemple juste après avec Shodan. Ensuite, on parle bien évidemment du manque de mise à jour de sécurité, puisque souvent après la vente, beaucoup de fabricants ne proposent pas de mise à jour régulière sur leur appareil. Donc si une vulnérabilité est découverte potentiellement lors de Pwn to Own, eh bien c'est possible que derrière l'éditeur ne veuille même pas pousser un fixe, donc pour patcher la vulnérabilité, une mise à jour par la suite. Donc elle va potentiellement rester non corrigée pendant des mois, voire des années, et les attaquants malveillants pourront réutiliser cette vulnérabilité pour attaquer ce produit par la suite, parce qu'il n'y aura pas de mise à jour qui aura été poussée. Et ça, on le retrouve vraiment souvent. On le retrouve soit pour des vulnérabilités qui ont été trouvées, soit pour des composants qui font partie du firmware ou de logiciels qui vont avoir des vulnérabilités. Et là, on va avoir une espèce de supply chain attack, dans le sens où c'est une librairie qui compose le code de l'application qui va être compromise. Mais vu qu'il n'y a encore une fois pas de mise à jour, ça sera encore une fois une vulnérabilité de plus qui va être présente sur l'appareil. Et enfin, le dernier du quatuor qu'on retrouve vraiment souvent, c'est les protocoles de communication non sécurisés. Souvent, on va avoir des protocoles qui vont être obsolètes et surtout non chiffrés. Donc par exemple du HTTP sans chiffrement SSL, ça on le retrouve vraiment souvent. On a des panels d'administration qui n'ont pas de certificat et donc qui vont pas être chiffrés. Grossièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait les données échangées sur le réseau entre l'appareil et l'utilisateur, et si on se met au milieu en tant qu'attaquant, on voit tout passer en clair, alors que si c'était chiffré, on verrait absolument pas ça en clair. Donc ça peut être super critique si jamais on veut faire une attaque par homme du milieu, man in the middle. On peut intercepter les paquets qui nous intéressent, les modifier et les renvoyer par la suite à l'appareil, ce qui peut, vous imaginez bien, être assez critique. Bon écoutez, pour l'instant on a vu le théorique, on va passer un petit peu au pratique avec des exemples assez concrets de hacks qui ont été perpétrés sur justement des appareils IoT. Premièrement, une attaque de masse des caméras de surveillance. Donc en 2016, le botnet Mirai a infecté des centaines de milliers d'objets connectés. Donc c'était principalement des caméras de surveillance et des routeurs. Par la suite, les attaquants malveillants ont utilisé ces appareils forcément comme zombies pour lancer des attaques DDoS, donc de déni de service vraiment à grande échelle, paralysant ainsi, vous imaginez bien, une partie d'internet, parce que si vous avez le contrôle de plusieurs milliers d'entités qui vont balancer beaucoup de requêtes sur un même point, ce même point va forcément tomber, il y aura tellement de requêtes à la seconde. Bien sûr, pour ce faire, il faut avoir beaucoup de zombies. Donc ici plusieurs milliers d'objets connectés, mais c'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, on parlait tout à l'heure des mots de passe par défaut. Je vous mets à l'écran rapidement Shodan, qui lui va référencer en fait toutes les caméras, mais pas que bien sûr, qui sont accessibles via internet avec des mots de passe par défaut, et vous pouvez facilement en fait regarder, prendre le contrôle entre guillemets, voir à travers la caméra, puisqu'elle aura un mot de passe par défaut que Shodan aura dans sa liste de mots de passe par défaut, et vu que c'est accessible via internet, il va juste tester de se connecter, et si ça marche, il affiche en fait le flux de la caméra. Donc c'est assez choquant, c'est assez intrusif, ça vous fait vraiment facilement prendre en compte qu'il faut changer les mots de passe par défaut. Ensuite, vous imaginez bien que un simple objet connecté compromis peut servir de point d'entrée, d'entry point à un attaquant pour accéder par la suite à votre réseau domestique. On peut imaginer un scénario où un attaquant trouve une caméra qui est sur votre Wi-Fi, mais qui est aussi accessible via internet avec des mots de passe par défaut, ou qui est vulnérable à une CVE, donc à une vulnérabilité critique. Et par la suite, il va pouvoir prendre le contrôle de cette caméra, pivoter, et par la suite avoir accès à votre réseau domestique, réseau interne, et essayer justement de compromettre votre PC ou vos PC, même s'il y en a plusieurs, pour déployer peut-être un rançongiciel. Ensuite, pour terminer sur les petits exemples, on va parler un petit peu de prise de contrôle de dispositifs médicaux, parce que je pense que vous le savez, il y a quand même beaucoup maintenant de dispositifs médicaux qui vont être interconnectés avec le téléphone, donc vraiment de l'IoT. On pense au pacemaker, on pense aux pompes d'insuline, et donc si des failles de sécurité sont trouvées sur ces objets-là, et qu'un acteur malveillant veut attaquer une personne qui justement a une pompe d'insuline, et bien potentiellement, il va pouvoir le faire. On imagine à une attaque par homme du milieu, sur potentiellement un protocole qui n'est pas
protéger, il va intercepter ce qui se dit entre le téléphone de la victime et la pompe, donc je vous laisse imaginer le scénario, il pourra interférer avec ces données et potentiellement injecter beaucoup plus d'insuline à la victime, ce qui peut être vraiment très critique, voire mortel, donc enfin voilà, je vous laisse vraiment imaginer. Bien sûr, généralement, ces dispositifs-là médicaux vont être assez surveillés, le fabricant va pousser des mises à jour dès qu'il va avoir une vulnérabilité, mais il faut quand même garder ça en tête. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de bonnes pratiques, je pense que ça coule de source vu ce qu'on a abordé juste avant. Mais premièrement, déjà, changer les mots de passe par défaut, ne pas garder passeport d'un autre 3, utiliser des mots de passe avec majuscules, minuscules, caractères spéciaux, lettres, etc. et ne pas réutiliser les mots de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe s'il vous plaît, il y en a énormément de gratuits maintenant sur internet, c'est un peu chiant de faire la transition, mais je vous jure qu'une fois que c'est fait, c'est vraiment top. Ensuite, mettre à jour régulièrement votre appareil, en espérant que le fabricant pousse encore des mises à jour, mais normalement pour la majorité des fabricants, à part si c'est vraiment un truc assez sombre, qui soit a fait faillite, soit c'est du scam, globalement vous allez avoir des mises à jour qui vont être disponibles. Donc ça c'est vraiment quelque chose à faire. Ensuite, si vous pouvez utiliser un réseau séparé pour les objets connectés, donc typiquement sur beaucoup de box maintenant vous avez un Wi-Fi invité ou vous pouvez créer un Wi-Fi séparé, bah vous le faites et vous mettez tous vos objets connectés sur la Wi-Fi. Comme ça il va y avoir une espèce de petite segmentation entre votre réseau domestique où il y a vos ordinateurs, vos téléphones, etc. Donc ce qu'on peut qualifier de critique, et vos appareils connectés qui potentiellement peuvent être compromis, mais au pire normalement l'attaquant aura du mal à pivoter sur votre réseau domestique si la segmentation est bien faite. Ensuite, pour terminer, limiter les autorisations, donc désactiver ce dont l'appareil, donc l'appareil IoT n'a pas besoin. Par exemple, un aspirateur robot qui demande d'accéder à vos contacts, un peu bizarre, et des fois vous allez le voir, donc voilà, ne cliquez pas sur autoriser partout, lisez bien les choses, parce que vraiment des fois il y a des autorisations qui sont hyper intrusives, donc lisez bien ça, faites bien gaffe, et voilà. Ensuite, 3 petits points pour finir, éteindre les appareils quand ils sont pas utilisés, ça c'est assez basique, quand vous partez en vacances, etc. c'est toujours utile. Bon, après les caméras de surveillance, j'imagine bien que vous n'allez pas les éteindre, c'est assez logique. Utilisez des solutions de sécurité, je vous demande pas d'installer un EDR, mais au moins d'avoir un antivirus qui est à jour avec un Windows à jour, pour au moins avoir une mise à jour des signatures pour les malwares. Et enfin, informer et sensibiliser, n'hésitez pas à parler de tout ça dans votre entourage, parce qu'il y a encore énormément de gens qui sont pas du tout au courant de toutes ces pratiques et de tout ce qui est possible à faire via IoT. Bon bah pour conclure, les appareils connectés, les objets connectés font clairement partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui. Faux paniers qui sont hyper confortables, assez efficaces au quotidien, juste un aspirateur robot c'est très pratique, mais voilà, comprendre le risque que ces appareils connectés, quand vous les mettez dans votre maison, et justement faire en sorte de pallier à ces risques, de minimiser ces risques, parce que c'est le mieux que vous puissiez faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça va être toujours plaisir, et à la partager à vos proches, si potentiellement ils sont pas trop au fait de toute cette sensibilisation là. Prenez soin de vous, c'était François, à la prochaine. Ciao.